Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour 200 millions de critiques. Nous sommes, vous le savez, installés à l'Institut du Monde Arabe à Paris et c'est non seulement probablement l'une des émissions les plus pétillantes sur l'actualité culturelle, mais c'est également une émission qui est, comment peut-on dire, frappée par la réincarnation. Regardez Estelle Martin, elle est à la fois, vous le savez, la réincarnation de Niki de Saint-Phal et de George Sand. Bravo Estelle, toutes mes félicitations. Bonjour. Alain Gerlache, donc lui est une réincarnation, regardez-le, prenez votre temps parce que c'est un chef-d'œuvre. C'est à la fois qui Marguerite Yourcenar et René Magritte. Michel Serruti qui représente nos amis suisses, lui est à la fois Max Bill pour ce côté minimal et en même temps Ramus pour la littérature. Quant à Mathieu Dugal qui est super énervé aujourd'hui, je tiens à vous le dire, c'est à la fois Arcade Fire et Jean-Paul Riopel puisque nous allons parler de musique et aussi de la FIAC. Alors comme nous ne buvons absolument pas d'eau dans cette émission, nous faisons semblant, mais ce sont les 3 coups que nous allons frapper ensemble pour bien évidemment le sommaire. Donc vous prenez votre verre qui ne sert à rien. Nous sommes comme dans une installation et on fait tous les deux. 1, 2, 3 et c'est parti. 1, 2, 3. Sommaire. La FIAC, Foire internationale d'art contemporain, s'installe au Grand Palais dans moins d'une semaine. Près de 200 exposants et seulement une cinquantaine de francophones. Premier débat de 200 millions de critiques. Quelle est aujourd'hui la place des francophones, artistes et galeristes, sur le juteux marché de l'art contemporain ? Vous rêviez d'assister à un opéra au Metropolitan de New York ou à la Scala de Milan, vous fantasmiez à l'idée de voir le Bolchoï à Moscou. Désormais, ce sont les chanteurs et les danseurs qui viennent à vous via les salles de cinéma. Des milliers de personnes se pressent à ces séances très particulières, nous en parlerons tout à l'heure. Quel est le point commun entre Arcade Fire et Pierre Lapointe ? C'est l'objet de notre 3e débat. Il sera question de la très vivace nouvelle scène musicale québécoise. Et comme chaque semaine, le Zap culturel nous fera voyager dans tous les espaces de la francophonie. 200 millions de critiques, c'est parti. Et nous lançons cette émission donc avec la FIAC, qui est l'événement majeur évidemment concernant l'art contemporain en France. Elle ouvre ses portes à Paris au Grand Palais. Les chiffres sont faramineux car le marché de l'art depuis un certain nombre d'années maintenant explose. Voici un retour en images sur ce grand marché de l'art avec Jean-Luc Egueuzier. Regardez. En France, la FIAC, Foire internationale d'art contemporain, est bel et bien une affaire nationale, une bataille à gagner. Rien n'est trop beau pendant ces 5 jours annuels. Le centre névralgique est le Grand Palais, monument 1900, prestigieuse vitrine, car il s'agit bien d'un marché qui doit attirer les plus grands galeristes et collectionneurs du monde entier. Il est important que la FIAC soit forte. Et étant basé à Paris, vous devez montrer votre force à la FIAC. C'est la semaine où le public international vient à Paris et nous essayons de montrer ce qu'on a de meilleur à la galerie, mais aussi à la foire, ce qui renforce le marché ici. Les artistes, leur art s'estompe un peu dans les discussions d'argent. Leurs origines se brouillent s'ils arrivent à se placer dans les villes et les lieux stratégiques. Les collectionneurs viennent du monde entier, les artistes flottent dans l'identité nationale. C'est le succès paradoxal dont la France est si fière. La FIAC est revenue dans le haut de la liste des foires qui comptent. Et le grand public suit, invité au spectacle d'un art qui reste encore un peu une fête. Voilà pour ces images magnifiques. Vous trouverez évidemment sur les stands de la FIAC à la fois Bacon, Warhol, Peter Dog, les grands articles, évidemment que les grands artistes comme Basquiat, mais les Français ou les francophones, car il n'y a pas que des Français, bien évidemment, Soulage, Yann Fabre et tant d'autres. Vous irez, mon cher Alain ? Je vais y aller. Mais j'ai essayé aussi de prendre... Parce qu'il y a une foire à Bruxelles. Oui, évidemment, il y a une foire à Bruxelles très importante. Mais en même temps, c'est important aussi d'avoir cette foire ici à Paris. Alors, est-ce que ça doit être francophone? Je ne sais pas. La langue de l'art est universelle. Mais en même temps, il y a peut-être une spécificité dans nos pays qui est celle de vouloir à la fois promouvoir le marché, parce que c'est important,
mais aussi promouvoir les artistes. Et j'en ai discuté avec une galériste de Liège, Nadia Vilaine, qui sera présente ici à Paris pour la FIAC. Mais il y a des grands galeristes belges, Rodolphe oui, évidemment. Xavier Mais justement, Kens. mais j'ai préféré aller voir cette galerie qui est une galerie qui est située à Liège, dans un ancien bâtiment industriel, dans un quartier marqué par les charbonnages, la sidérurgie, et qui me disait c'est important d'y être, et justement pour montrer que nous sommes toujours attachés au-delà du marché à la promotion des artistes, parce que sinon ça va disparaître. Mais il faut sortir de ce dilemme. D'un côté, il y a le fric, de l'autre côté, il y a l'art. On peut aussi réconcilier les deux. Ma chère Estelle, oui. Est-ce que vous allez y aller? Oui, je vais y aller. J'adore aller à la FIAC, j'y vais tous les ans. Alors c'est vrai qu'en plus, c'est ce que j'expliquais, c'est assez savoureux quand on n'évolue pas dans le milieu de l'art, c'est que les gens sont aussi habillés d'une manière très artistique, on va dire, donc le public et aussi les œuvres se répondent. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les Françaises comme Laure Prouveau, c'est vrai qu'on la connaît internationalement, celle qui a eu le prix Turner, elle sera là, elle va faire une performance, Genty, ça sera le dimanche 26, je crois. Et pareil, Latifa Eshkach, pardon, qui a eu le prix Marcel Duchamp. Prix Marcel Duchamp l'année dernière, qui vit en Suisse, mais elle est française et elle m'expliquait que c'était quand même important pour les jeunes artistes français, francophones, de se rendre. C'est vraiment encore un lieu de rendez-vous très important pour eux, pour voir ce qui se fait, mais aussi pour se faire connaître. Donc je pense que la FIAC a vraiment une importance majeure, mais aussi francophone. Mais les trois grands moments, ou les 4 grands moments, si on veut dire, c'est la Biennale de Venise, c'est Documenta en Allemagne, la FIAC et Art Basel, sont les 4 grands moments où, pour des raisons différentes, le marché ou les expositions ou la découverte, on réunit les artistes du monde entier, ce qui est une bonne chose. Mon cher Michel. Oui, Guillaume. J'aime bien maintenir une sorte de suspense pour savoir exactement. Ça pourrait être Tony ou... Parce que vous avez Bâle. Oui, évidemment. Mais il y a Art Basel, bien sûr. Donc on regarde la foire de Paris avec un œil intéressé, parce qu'elle n'a pas toujours eu le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Elle s'est beaucoup redéveloppée depuis quelques années. Auparavant, on lui faisait la critique d'être finalement un assemblage de stands un peu hétéroclites où la qualité avait quelque peu disparu. Depuis quelques années, ce n'est plus le cas. Effectivement, elle reprend une position sur le marché de l'art contemporain. Oui, il y a la FIAC Off. Comme à Bâle d'ailleurs, avec aussi... Et puis des expositions dans les galeries dans tout Paris. Alors évidemment, il y a ce formidable pôle qu'est la ville de Paris, il y a ce joyau désormais qui est cette foire internationale d'art contemporain qui redevient un endroit qui est couru. Et puis en même temps, quand je réfléchissais à cette émission au côté francophone, j'ai l'impression, oui, certes, ça se passe à Paris ou ça se passe à Bâle, mais on ne peut pas dire que Bâle, par exemple, pour Art Basel, soit une foire qui soit helvète ou qui soit germanophone. Et je ne suis pas certain non plus que la foire à Paris soit une foire véritablement francophone. Aujourd'hui, l'art contemporain, si on doit le caractériser plus que tout, j'ai l'impression que c'est vraiment, comme le disait Alain, c'est on ne peut plus universel, étant dans la langue, que dans la création, que dans le parcours des artistes, qui commencent quelque part, qui ensuite vont en résidence ailleurs, qui exposent dans un pays tiers encore. Les formes s'exportent, le nationalisme n'a pratiquement aucune signification dans le domaine de l'art aujourd'hui. Vraiment. Et on voit le marché. Et les clients aussi sont... les gens viennent à Paris de l'extérieur. Ce ne sont pas forcément que des Français qui participent à cette foire, pas non plus que des Suisses qui participent à celle d'Art Basel, évidemment. Oui, on va retrouver beaucoup d'artistes suisses qu'on connaît. On en a parlé la dernière fois, Hugo Rondinon, Too Much... bref, beaucoup d'artistes suisses, beaucoup d'artistes belges. Oui. Et peut-être quelques Canadiens. Oui, mais... quelques. Oui, mais il faut dire, mais avant de parler des artistes canadiens, moi j'aimerais qu'il faudrait quand même replacer cette FIAC-là dans l'histoire, mais aussi dans la géographie, parce que il ne faut pas se leurrer, la ville de Paris, la France en général, a perdu énormément d'influence dans le monde de l'art contemporain depuis un siècle. Maintenant, l'art contemporain, où est-ce qu'il est? Il est à New York, il est à Londres, il est en Chine. Et quand on regarde, par exemple, les chiffres, le marché de l'art contemporain, c'est 30 % en Angleterre, 30 % aux États-Unis. La Chine est rendue un gros marché également. Et la France, c'est 4 %, à peine 4 % du marché de l'art. Ça, c'est le marché de l'art. C'est 33 % pour la Chine. C'est 33 % la Chine et 33 % des États-Unis et 20 % alors c'est presque, en fait, 90 % avec les grands joueurs qui sont la Chine, l'Angleterre et les États-Unis. Et donc, la France est le premier des joueurs qui suivent, mais la marche, elle est énorme. Donc, il faut quand même pas oublier ça. Oserais-je vous faire remarquer, cher ami, que Christie's, qui est finalement incorporé dans le marché anglo-saxon, appartient à qui?
À un Français. À un Français, François Pinault. Donc tout ça n'a qu'un sens très, très relatif. Oui, mais le marché de l'art, il est... En fait, ce qui est intéressant quand on regarde le marché de l'art contemporain, c'est de voir qu'il suit les capitaux. Actuellement, il y a 45 Chinois qui font partie du top 100 des artistes les plus influents dans le monde. Il y a 12 ans, il n'y en avait pas. Donc, il faut voir ces plaques tectoniques-là qui sont quand même en train de changer. C'est super, la FIAC, c'est vraiment un événement qui est majeur, mais il ne faut pas oublier que ça se déroule dans des changements qui sont quand même assez majeurs dans nos Mais c'est pour ça que la francophonie, ici, ce n'est pas la langue, ce n'est pas un ensemble géopolitique, ce sont des valeurs. Finalement, c'est ça la francophonie. Hein. Et ce sont des valeurs et une vision de l'art. Je pense que c'est ça qui est important aussi. Et les plus grandes galeries viennent, donc c'est vrai qu'elles tiennent quand même à être à Paris. Et donc ça, c'est important parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment où la FIAC, on en parlait, elle avait perdu vraiment de sa cote. Et là, ça remonte, puisqu'on l'a dit, il y a le off. Donc peut-être que Paris n'est plus la place comme New York. C'est plus la place centrale du marché de l'art. Et encore, c'est revenu ces 10 dernières années. Et tous les grands artistes exposent à Paris, il suffit de voir Monumental. Ce n'est pas une manière de contester ce que vous nous racontez, qui est vrai, j'allais dire, historiquement. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'avant-guerre, je parle avant la Deuxième Guerre mondiale, où vous aviez Picasso, Miro, Braque, tout ça se passait ici. Après, évidemment, après Jackson Pollock, Barnett Newman et Pop Art, ça s'est passé de l'autre côté. Mais maintenant, il n'y a plus vraiment de centre. Je parle de la création. Ouais. Le marché, il est évidemment du côté où il y a de l'argent. C'est une évidence. Mais la création, aujourd'hui, vous avez des artistes portugais, Yana Vasconcelos, vous avez des artistes belges, Yann Fab, vous avez des artistes suisses, Hugo Rondinone, des artistes français, on vient de parler de Camille Henro et des autres. Donc en fait, c'est en train d'exploser complètement. Il y a des artistes africains très importants. Il y a une excellente exposition ici concernant les artistes contemporains marocains avec des gens comme Maï Bin Bin qui est exposée par le Guggenheim. Là où tu as raison, allez arrêtons avec le vouvoiement absurde, là où tu as raison, c'est qu'en matière de marché et de fric, bien évidemment, il y a une répartition qui est liée, j'allais dire, au top 50 des fortunes mondiales. Et ça prend une pratique aussi, c'est qu'en fait, il faut que ce soit dans la culture. Quand on parle de la présence des artistes francophones sur ces marchés-là, je pense que là où ils doivent commencer, en fait, c'est dans leur propre marché. Et quand on est... Moi, je vais regarder notre perspective canadienne là-dessus, et plus particulièrement au Québec, le marché de l'art est pratiquement absent. Notre gros événement au Québec, c'est la Foire Papier qui en est à sa 14e édition. Je regardais les chiffres de vente il y a un an. Les ventes étaient environ à 700 000 $ pour un gros événement d'art contemporain. C'est absolument rien. Alors donc, ce qu'il faut, pour que les artistes puissent éclore, il faut que le marché local les soutienne. Et là, on est en train de changer tranquillement les mentalités, par exemple, au Québec, où les grandes entreprises n'ont pas beaucoup de collections d'art. Les collections d'art, c'est une chose ce sont les Juifs, les anglophones de Montréal qui sont là-dedans. Et dans la population francophone, ça ne fait pas encore partie de la culture. Ça, c'est en train de changer. Et là, quand cette culture-là va changer, que ça va devenir un peu une tradition, par exemple, pour des hommes d'affaires qui font fortune, d'aller dans le monde de l'art contemporain, de soutenir des artistes locaux, là, on va voir des artistes qui vont commencer à sortir parce que les artistes locaux, Marc Séguin, par exemple, qui est un des artistes canadiens les plus cotés à l'international, bien, il est à Brooklyn. David Admetch, il travaille à New York, mais Camille Henro aussi. C'est ça. Et c'est vrai que leur combo, elle est souvent entre New York et Londres. C'est vrai qu'ils sont pas. Mais je pense que ça n'a plus de sens pour les artistes. Ils voyagent dans tous les sens. Vous avez des gens comme S'il n'y a pas de marché local, c'est très difficile, Guillaume. Francesco Clemente, il vit par exemple à New York et il travaille aussi en Inde. Vous avez des gens comme Miguel Barcello qui habitent. Hop, regardons avec notre ami réalisateur du côté de la rue Vieille du Temple et en même temps il travaille au Mali. Enfin, tout ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup explosé. La grande différence, si je puis dire, et jouer 30 secondes le vieux con francophone, c'est qu'il y a une trentaine d'années, on était face à quelque chose qui relevait quand même d'une minorité de gens. Aujourd'hui, ce qui est bizarre, et d'ailleurs tout à fait critiquable, c'est ce que fait Tom Wolfe dans son livre sur Miami, c'est qu'une grande partie des gens qui ont de l'argent, après avoir essayé les jeunes filles, les voitures, les bouteilles de champagne grandes comme ça, tout d'un coup, dans le lifestyle, il y a l'art qui arrive. Donc on voit effectivement se ruer vers l'art, car c'est une ruée, de la même manière qu'on se ruait vers l'or, des gens qui ont gagné 3 francs et qui sont les bourgeois gentilshommes du monde et qui, après avoir fait fortune dans les poulets, se disent « Vive Hugo Rondinone !» et ils se précipitent. Et ça a évidemment transformé l'histoire de l'art en marché de l'art, ceux qui ça.
et je suis d'accord avec vous, est éminemment critiquable. Alors évidemment, parce qu'il y a une absence de culture, on va dire, pérenne sur plusieurs siècles qui font que ces nouvelles fortunes se tournent aujourd'hui vers un art qui est peut-être plus accessible, en tout cas vers lequel ils ont. C'est tout simplement un meilleur investissement parce que les rendements sont quand même plus intéressants même qu'à la bourse. En même temps, il n'y a pas d'art. Beaucoup plus qu'à la bourse. Il n'y a pas d'art sans argent non plus. Pas seulement, parce que c'est faut quelque quand même être chose réaliste aussi. qu'ils ont pu s'approprier alors qu'ils ne faisaient pas partie d'une certaine nomenclature intellectuelle ou culturelle. Donc ils ont pu se l'approprier. Mais effectivement, avec par contre le côté moins productif qui est que si ces fortunes vont mal, le marché de l'art va mal. Par exemple, en Espagne, le marché de l'art contemporain a baissé de 62% ces dernières années, par exemple, parce qu'il y a la crise. En Chine, on voit très bien aussi que les ventes et puis les achats fluctuent en fonction des années. En 2008, quand ça allait relativement moins bien, eh ben, ça baissait considérablement. Oui, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi une dynamique. Là, on voit, il y a la FIAC qui commence. Juste avant, il y a la Fondation Vuitton qui est inaugurée. Il y a le musée Picasso qui rouvre. Enfin, moi, je parle juste sur le point pour aller se promener, français. Car il faut aller se promener. Et voilà, et pour le grand public qui n'aura pas les moyens d'investir ou de s'acheter des œuvres magnifiques, au moins on peut les voir. Et avec la FIAC Off, c'est aussi le cas. Oui. Moi, j'attends avec impatience de voir l'énorme, la statue monumentale, cet arbre de Paul McCarthy qui sera place Vendôme. Je trouve que c'est vraiment bien. Très critiqué d'ailleurs. Oui, mais il n'empêche. Voilà, mais ça fait réagir et ça donne accès à des gens qui n'iront peut-être pas forcément dans des musées. Et rien que ça, c'est positif. Tant pis pour. Permettez que je vous montre les FIAC tweets. C'est très francophone, le FIAC tweet. Pour cette FIAC, donc un tweet de la Galerie Art de Paris qui a montré de très jeunes artistes qui exposent à la FIAC cette année encore, qui démarre donc jeudi avec le parrainage de notre bien-aimée chaîne TV5 Monde, qui joue sur les A, donc cette année pour Alphabet, donc Musique Morisseau, et pour Alphabet Art de Paris. Donc en fait, ça veut dire que dans cette galerie, tous les thèmes seront débutés par le A. L'Agora des Arts, deuxième tweet, qui a aussi un site internet proposant les meilleures expos en Europe, nous propose sur Twitter un lien pour découvrir quelques œuvres de la FIAC. Il y a évidemment ArtPrice, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Et pour terminer, donc un tweet d'Art Suggest qui revient sur un article de M, le magazine du Monde, le 10 octobre dernier, qui évoquait la surenchère à laquelle effectivement se livrent actuellement les grandes galeries du monde en matière d'investissement, de locaux et de contrats avec les artistes. Nous irons à la FIAC donc, et aussi grâce à vous, grâce à 200 millions de critiques à partir de jeudi. Deuxième sujet de ce 200 millions de critiques. Alors là, on change totalement d'univers, parce que nous allons venir dans un univers beaucoup plus classique. Il s'agit de la danse et du célébrissime Bolchoï. Pourquoi? Eh bien parce que, figurez-vous, pour la 5e année consécutive, le Bolchoï revient dans plus de 100 salles pâtées en France et 1 millier de cinémas dans le monde. C'est souvent le cas aussi, parce que je sais qu'Alain est un grand fan du Met de New York, qui donne des représentations qui sont retransmises dans des cinémas. Et cette petite vénarde d'Estelle Martin est allée au Bolchoï flirter autour des danseurs étoiles. Vous allez voir ça de plus près. Il n'a que 24 ans, Denis Rodkin est l'une des étoiles du Bolchoï. Le danseur répète le rôle de Ferrad dans Légende d'amour, sous l'œil de Yuri Grigorovitch, créateur du ballet, 87 ans mais toujours aussi exigeant. Quand tu répètes avec Grigorovitch, il ne faut jamais se vexer, il ne faut pas prendre pour soi ses critiques. Lui, il a grandi dans l'école soviète, alors il utilise la manière forte pour te faire progresser. Il est très exigeant, il nous demande de penser et d'agir plus vite, parce que c'est lui l'auteur de ce ballet. Il nous demande d'être au plus haut niveau. C'est comme danser Nureyev à l'Opéra de Paris. Les danseurs, les maîtres de ballet font très attention à ce qui est fait, à tout cet héritage. C'est la même chose pour nous. On est très attentifs quand on danse Grigorovitch. Il fait partie de l'histoire du Bolchoï. Grigorovitch, c'est une légende en Russie. Il a dirigé d'une main de fer le Bolchoï de 1964 à 1994. Aujourd'hui, il remonte Légende d'amour, créée en 1961. Nous sommes dans un Orient fantasmé, deux sœurs aiment le même homme, et bien sûr cela finira mal, très mal. Un ballet peu connu hors des frontières, mais cela va peut-être changer. Le 26 octobre, la première mondiale sera diffusée en direct dans 1000 salles de cinéma à travers le monde, dont 130 en France. Il en faudrait plus pour impressionner notre chorégraphe. Est-ce que c'est bien de montrer le ballet au cinéma? Moi, je pense que quand tu regardes le ballet à l'écran, il y a beaucoup de déperdition. Même si aujourd'hui on a parfois des lunettes 3D, souvent le ballet est en 2 dimensions. C'est dommage. Peut-être que ça peut devenir une autre forme d'art, mais alors il faut le filmer différemment. Mais pas dans une salle. Il faudrait créer un ballet cinéma.
ce n'est pas du spectacle vivant, c'est une autre expérience. C'est un point de vue sur un spectacle qu'on montre en entier, mais ça permet surtout d'accéder à des spectacles qu'on ne pourrait pas voir autrement. Et le cinéma, aujourd'hui, en direct, permet cela. D'ici le 26 octobre, les répétitions vont s'enchaîner. Il va aussi falloir mettre les dernières mains aux costumes, au décor. Certains auront la chance de voir le ballet au Bolchoï. Les autres pourront s'imaginer assis à l'intérieur de cette salle mythique. Ma chère Estelle, fort joli garçon, ce premier danseur. J'ai senti votre caméra rôder. Ça tardait. Non, ça m'étonnerait. Vu mon caméraman, il n'avait pas du tout l'air sensible au genre de Denis, mais c'est vrai qu'en tout cas, il danse extrêmement bien. Vraiment. Mais l'endroit est inouï quand même. Incroyable. On a passé vraiment la journée, on a eu le droit à la visite, on est allé là où allaient les tsars, enfin s'asseoir pour regarder le spectacle. En fait, c'était juste pour le décorum, parce qu'après, même Brejnev, ils allaient dans une autre. Mais là, on n'a pas eu le droit d'y aller. C'est une loge. Vraiment la loge privée. Non, c'était un moment extraordinaire. De passer une journée comme ça avec le Bolchoï, c'était un grand Et est-ce que vous avez l'impression justement que c'est une bonne opération pour avoir fait l'aller-retour et de vous dire maintenant, finalement, est-ce que la même chose dans une salle de cinéma, que ce soit à Bruxelles, à Montréal, à Genève ou à Paris ou même à Orléans, parce que moi j'ai des amis par exemple qui vont voir le Met à Orléans. Bien sûr, mais c'est ça l'intérêt. Ils habitent dans le Loiret, c'est fantastique. Mais je pense qu'il y a en tout cas il y a une vraie demande, puisque selon les derniers chiffres, en un an, 82 000 personnes ont suivi ces retransmissions l'année dernière, soit un bond de 22%. Donc il y a une vraie envie. C'est vrai qu'aller à Moscou, au Bolchoï, j'ai eu beaucoup de chance, mais c'est compliqué, il faut prendre l'avion, les tarifs par exemple au Met à New York sont quand même entre 300 et 400 € la place, je crois. Donc là, 25 €, c'est quand même beaucoup plus raisonnable. Alors, donc je pense que c'est une bonne opération. Qui est candidat? Alain. Moi, j'adore, plutôt l'opéra, mais ce que je trouve, c'est que ça rend les choses plus accessibles. Alors, accessible d'abord parce qu'en effet, c'est plus proche, c'est moins cher. Et puis aussi, il y a sans doute pour toute une partie de la population pour qui aller dans une maison de ballet ou d'opéra, ça représente peut-être un environnement socioculturel auquel ils ne sont pas habitués. C'est aussi plus facile d'aller dans une salle de cinéma. Et c'est avec les enfants aussi. Bien sûr. En famille, on peut y aller parce que c'est le cinéma, c'est pas. Et puis c'est aussi accessible parce que vous avez une explication. Vous avez entre chat et popcorn. Oui. Heureusement, en tout cas en Belgique, le popcorn est banni des salles où sont diffusés de tels spectacles. Mais c'est aussi plus accessible parce qu'il y a des entrevues, il y a des discussions, il y a une explication. On voit les artistes, on leur pose des questions, on les voit sortir de scène. Et donc, moi, je trouve que c'est très bien, c'est vraiment très important. C'est souvent, évidemment, réalisé de façon absolument merveilleuse. Il y a un enjeu, c'est que ça n'étouffe pas, évidemment, les petites salles locales, etc. Et si une partie de ce public peut après aller vers nos salles, vers nos maisons d'opéra, vers l'endroit où sont diffusés des ballets, alors ça aura été complètement réussi. Le décalage est énorme, en fait, entre ces productions-là, comme tu le disais, Alain, et ce qui est disponible au niveau local. Et ça touche le monde du ballet, mais ça touche aussi les orchestres symphoniques et les maisons d'opéra de manière quand même assez solide. Aux États-Unis, il y a quand même une hécatombe actuellement dans le domaine, pour parler des orchestres symphoniques précisément. Les orchestres régionaux, c'est très, très difficile pour ces orchestres-là parce qu'ils ont une concurrence incroyable. Il y a le Philharmonique de Berlin qui a son portail qui est absolument fabuleux, qui s'appelle Digital Concert Hall et qui diffuse en direct les concerts pour 150 € par an. On a accès à une bibliothèque d'archives de tout ce qui a été enregistré depuis 2008. Et donc, les orchestres locaux sont en compétition maintenant avec, dans ce cas-ci, le meilleur orchestre au monde. Mais ils doivent se réinventer. Et c'est ça, il faut trouver des nouvelles manières de vendre le produit musical. Et ça, c'est pas évident. Mais il y a quand même ce côté région éloignée. C'est-à-dire cette idée qu'on peut aller au cinéma au fin fond du Loiret. Dieu sait que j'aime le Loiret. Pour découvrir une production du Met, c'est quand même totalement inenvisageable parce que les gens, ça c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que le problème est assez compliqué. Quand on est dans les marchés, moi j'aime bien l'argument qui est quand même celui de l'argument de notre camarade chorégraphe de tout à l'heure, qui d'ailleurs a une tête extraordinaire, c'est-à-dire il y a quand même une dimension qui est supprimée par l'image, que l'image c'est quand même l'aplat, et même s'il y a de la HD, votre camarade peut-être pour l'opéra, c'est pas tout à fait mais là on chipote un peu parce que... Non, il disait, non mais il n'avait pas tort, parce qu'en fait on le dépossède de son œuvre aussi, parce que, parce qu'il y a le réalisateur, il y a l'œil du... c'est le réalisateur mais entre ça et pas d'œuvre du tout. Et puis de toute façon, on
l'a surnommé le Staline du ballet, alors je peux vous dire qu'il ne faut pas l'embêter. Non, mais il a d'ailleurs pas l'air, c'est sûrement un grand artiste, mais il n'a pas l'air super comique en effet. Attention. Voici que tombe la sentence. Du Cervin, la sentence. Exactement. Sur le lac Léman, j'ai le sentiment, effectivement, je pense que l'un ne nuit pas à l'autre, mais j'ai le sentiment que ce n'est pas la même problématique pour les orchestres symphoniques que pour l'opéra ou pour le ballet. Parce que l'opéra ou le ballet, il y a une véritable dimension visuelle supplémentaire qui fait qu'on a du plaisir, enfin il se passe quelque chose, donc on va le regarder. Un orchestre symphonique, je pense que tu as parfaitement raison de dire qu'il y a un véritable danger pour les plus petits orchestres parce qu'ils ne vont pas pouvoir régater contre les grands ensembles, que ce soit Cleveland ou Berlin, ou enfin bref. Alors que pour l'opéra, j'ai le sentiment que l'un ne nuit pas forcément à l'autre. Je suis d'accord, Guillaume, je pense que tu as raison. C'est vrai que voilà, quand on est dans une région périphérique, c'est absolument merveilleux de pouvoir assister à une représentation du maître en direct, avec le fait, c'est aussi vrai, qu'on ne pourra pas regarder ce qu'on souhaite comme quand on est dans un véritable opéra et puis on choisit le plan qu'on veut, sauf si on est au 4e ou au 5e balcon, puis à ce moment-là, il faut sortir les jumelles parce que ça devient compliqué de voir ce qui se passe. Donc il y a cette magie qui nous est apportée avec des productions qui sont géniales, qu'on retrouve des fois des années plus tard d'ailleurs dans les opéras parce qu'elles sont exportées. Mais souvent classiques quand même. Mais c'est pas la même chose que pour les orchestres. Là où Grigorovitch a raison, c'est qu'on devrait peut-être inventer... Le chorégraphe du Bolchoï, 87 ans. Oui. C'est peut-être qu'il faut inventer ce spectacle ballet comme l'a fait Wim Wenders avec Pina, où c'était un film qu'il a tourné en 3D. Pina Bausch, la grande chorégraphe allemande. Et lui, il s'est mis au centre, alors c'est en 3D. Et il a vraiment trouvé une façon de filmer le ballet où on est là, le mouvement, la 3 dimensions. Là, il a fait un film sur Pina Bausch. Là, il s'agit simplement d'être dans la salle au moment de la représentation. Oui, mais peut-être au niveau de la réalisation, on pourrait trouver... ça vaut moins pour l'opéra. C'est ce qu'on appelle une captation dans tous les domaines, les concerts, etc. Évidemment, on perd une partie de l'émotion parce que la captation, c'est des caméras autour, même si il y en a 50, vous êtes à l'extérieur du sujet, c'est une évidence. Oui. En revanche, je ne suis pas certain que ça amène des nouveaux. Je ne sais pas, vous avez les réponses pour ça, que ça amène des nouveaux spectacles. Il faudrait absolument trouver en effet des... Moi, je suis certain. Maintenant, la grande affaire de l'opéra, c'est trop cher, la démocratisation. De toute façon, c'est un débat qui existe depuis que l'opéra existe. Ça a toujours été le même problème. Pour une raison simple, c'est que des grandes salles d'opéra fantastiques dans le monde, il y en a peu. Et vous ne pouvez pas faire rentrer la France entière, la Belgique entière, dans des salles, d'où les prix qui sont évidemment souvent prohibitifs. Quelques tweets Bolchoï, après donc des tweets FIAC. Et pour commencer, un tweet de Jean-Mathias Joly qui se réjouit d'aller voir au cinéma à Nevers, vous voyez à Nevers, des diffusions en direct de l'Opéra Bastille et du Bolchoï. Une fois n'est pas coutume, un tweet en anglais, mais c'est le Twitter officiel du Bolchoï à Moscou qui annonce que les meilleurs ballets du Bolchoï seront retransmis cette saison dans les cinémas et qui propose d'aller voir leurs incroyables danseurs sur YouTube. Et puis pour terminer, un tweet de Pathé Live sur les répétitions de Légendes d'amour, dont je vous rappelle que la première retransmission aura lieu le 26 octobre dans les salles de cinéma. Et vous savez ce qui est génial aussi, Guillaume, d'un mot, c'est que justement, quand on assiste tous ensemble dans le monde entier à cette scène, eh bien, on peut par exemple envoyer un tweet à Mathieu Dugal qui est en train de regarder le même spectacle à Québec et lui demander « tu aimes oui, pas mal, etc. » Et ça, c'est absolument merveilleux comme expérience. Normalement, vous êtes censé regarder le spectacle pendant les pauses. Ah, d'accord. On éteint son portable pendant la représentation, monsieur Gérard. Je pense que c'est une bonne chose. Le Zap culturel, avant évidemment d'accueillir notre dernier sujet, nous sommes dans 200 millions de critiques. Je vous rappelle que nous sommes à l'Institut du monde arabe et nous sommes ravis d'y être. Regardez ce Zap, donc préparé par quelqu'un que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de cette chère Estelle, et vous êtes accompagné par Aurore Marty. Oh, mais il y a des enfants que je n'ai jamais vus. Le train de la télé nous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En la regardant de près comme ça, j'ai l'impression qu'elle s'est faite lifter. Lynn Renaud découvrant son double avec humour et émotion. Annabelle est un petit film d'horreur qui est parvenu à se hisser au sommet du box-office américain. Arrivée en France cette semaine, Annabelle, la poupée tueuse, semble provoquer d'étranges réactions chez les spectateurs. Son univers foisonnant impressionne, séduit et répugne à la fois. Des géants comme un panthéon imaginaire et fantastique veillent sur l'exposition de David Altmage. À 40 ans à peine, le jeune artiste québécois se voit offrir une première rétrospective à Paris. Ça fait quelques mois qu'il est reparti. Repeupler l'Afrique et Paris aussi. Hey, tu connais
cup de Coca-Cola. Quoi? Non mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête! Il n'y a pas de message dans le film. C'est ça que j'aime aussi, c'est qu'on ce serait très prétentieux et donneur de leçons. C'est pas le cas. On est un animal très féroce. On est un animal terrible, nous les humains. Notre histoire, c'est l'histoire des guerres. C'est une histoire sans fin. Aujourd'hui, Sebastião Salgado s'occupe d'une plantation d'arbres au Brésil. À 70 ans, il continue de témoigner non plus des horreurs du monde, mais de sa beauté et de sa richesse. Quand j'ai découvert l'île de Gorée, c'était en 2006, j'ai été ébloui déjà par la beauté architecturale de Gorée, par ses couleurs et par la gentillesse de ses habitants. C'est un peu à la mode, Charleroi c'est un petit peu le lieu underground culturel où il se passe des choses dans les vieilles usines désaffectées, alors on vient prendre des photos, on vient voir ce qui se passe. Les jeunes artistes Carolo répètent ici, à l'Éden de Charleroi, une institution culturelle parmi d'autres sans laquelle ils n'auraient pas pu sortir leur nouvel album aujourd'hui. Marie, c'est beaucoup une femme de silence, puis d'ombre, puis de secret. Donc, quand on m'a offert ces deux femmes-là, qui sont des femmes extraverties au possible, très différentes dans leur façon d'être extraverties, mais quand même très éclatées, j'ai dit oui tout de suite. Ben, tu dis pas ça sérieusement, là? Ah, j'ai une trouille pas possible, je dois vous dire que j'ai un trac. Ben, vous qui jouez partout, au Japon, en Russie... Mais plus je vais dans ce métier, plus je le traque et je le doute qui s'installe. Mais vraiment. En 2009, fini les cours d'école, Zep bascule dans le plumard des adultes avec Happy Sex. Aujourd'hui, en papa avisé, il sort Happy Parent. Il y a 1 million de manières d'être parent et on est peut-être la génération qui s'est libérée le plus de tous les modèles parentaux qu'il y a eu avant nous. Mais on n'a pas vraiment créé un nouveau, donc on cherche. Il a franchi la grande porte, celle qui mène au panthéon des écrivains. Patrick Modiano, nouveau prix Nobel de littérature. Quand la réalité dépasse la fiction, l'écrivain cherche ses mots. Oui, non, enfin, ça me touche beaucoup, mais en fait, je sais pas très... Enfin, c'est... La vie continue, oui. Merci beaucoup, Patrick Modiano, d'avoir été avec nous. Voilà Patrick Modiano, dont nous parlerons dans la prochaine émission, qui vient d'avoir le Nobel littérature. C'est une très grande nouvelle pour la francophonie, évidemment, pour lui et pour son éditeur, donc Gallimard. Vous pouvez découvrir l'essentiel de nos conversations, évidemment, et y participer sur le site internet de TV5 Monde et grâce à vos tweets. Le dernier sujet concerne essentiellement mon voisin d'en face. Je mets mes lunettes noires, car il a une chemise noire. Nous allons parler de la scène, évidemment, musicale au Québec, de la scène musicale des variétés, du rock et de la pop musique, bien évidemment, locale, avec un close-up, comme on dit, sur un artiste dont on parle beaucoup plus en ce moment, puisqu'il a fait une longue tournée en France. Il s'agit de Pierre Lapointe, qui est assez emblématique de cette jeune génération extraordinairement talentueuse. Et c'est un sujet de celui qu'il a suivi et qui s'appelle Jean-François Bélanger. Le 7-9 de l'été, sur France Inter. C'est l'heure des petites morts de Pierre Lapointe. Vous êtes beau. Le saviez-vous? Moi, Pierre Lapointe, votre chanteur populaire québécois préféré... Tout l'été, il a réveillé les Français avec sa chronique quotidienne à la radio. Chaque pas que je fais sur la glace. L'été aussi, Pierre Lapointe a parcouru la France, en concert, seul au piano, devant un public entièrement nouveau. Au Québec, je suis très connu. En fait, ça se voit pas, mais je suis une grande star chez nous. Peu à peu, pierre après pierre, le chanteur se construit. En France, un deuxième chez lui. Depuis novembre dernier, j'ai passé vraiment 50% de mon temps ici, en France. Je suis pas ici pour rien faire. Je travaille et je travaille très fort. Ça, les gens s'imaginent pas à quel point je travaille fort. Cette conquête du public français, il l'amène modestement, par le bas. Je vis des choses extraordinaires en France, mais qui sont à échelle humaine. De recommencer ailleurs, c'est sain pour un cerveau et surtout pour un artiste, parce qu'on ne doit jamais rester trop longtemps dans une position confortable, à mon humble avis. J'aimerais tant briser vos rêves, les détruire à grands coups de rire. Son arme secrète, c'est un nouveau disque, enregistré à Paris, dans un studio mythique, où se sont produits avant lui Claude François et Françoise Hardy. J'ai sous-estimé le décor. Un album acoustique, zen, enregistré à l'ancienne.
Un pari, celui de la simplicité volontaire pour lancer une nouvelle carrière. Est-ce que tu veux reprendre la fin? C'est intéressant de faire cet exercice-là, puis c'est vraiment un disque, pour moi, c'est vraiment un disque français. Je crois pas qu'on aurait eu ces réflexes-là au Québec. J'aurais tant voulu être à ta place. C'est donc un Pierre Lapointe différent que découvrent petit à petit les Français. Un Pierre Lapointe plus épuré, plus mélancolique, peut-être aussi plus mûr. Ça m'a pris 10 ans avant d'avoir le courage de faire ça. Voilà les échos donc du succès et des concerts de Pierre Lapointe en France. 200 millions de critiques est une émission francophone, mais nous, toutes les semaines, nous prenons des baffes par les Québécois, et grâce à Mathieu qui nous raconte Xavier Dolan une semaine et Pierre Lapointe l'autre semaine. Non, je plaisante, mon cher Mathieu, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'un centre est en train de se déplacer. Bien, ce qui est intéressant... Est-ce que c'est vrai, d'abord? Bien, ce qui est intéressant de voir, la grande tendance, c'est l'arrivée de la musique qui, auparavant, était une musique alternative, qui était jouée seulement par les radios, ce qu'on appelle ici les radios libres, ce qu'on appelle, nous, les radios communautaires, dans la sphère de la musique populaire. Pour vous donner un exemple, Pierre Lapointe, je l'ai interviewé au tout début de sa carrière. J'étais dans une radio libre à Québec, CKRL, et Pierre Lapointe était venu avec son premier disque, qui était un disque gravé, vous savez, les disques qu'on achète là, pour graver dans notre ordinateur avec le côté qui est mauve. Là. Alors, c'était son disque avec... le démo, quoi. Ouais, vraiment, le démo. Et Pierre Lapointe, à ce moment-là, n'était connu que des radios libres. C'était vraiment quelqu'un, un artiste... Il venait de remporter le Festival de la chanson de Granby, qui est un grand festival de chansons au Québec, mais pratiquement inconnu. Et il y avait une plus grande différence à cette époque-là entre la musique qui était jouée dans les radios plus populaires et la musique de niche de ces artistes-là qui, aujourd'hui, sont des artistes très connus. On pense, par exemple, à Carquois, qui est un groupe qui a pris une petite pause actuellement. Son chanteur, Louis-Jean Cormier, a continué une carrière solo qui est extrêmement florissante. D'ailleurs, il commence à être de plus en plus connu ici aussi. Et donc, Carquois est un groupe beaucoup plus niché. Et là, actuellement, Louis-Jean Cormier, il a été recruté par la version québécoise de l'émission La Voix, donc The Voice, pour être un juge. Alors, c'est vraiment partir de très loin pour cette musique-là. Arcade Fire, oui, c'est différent. Oui. C'est une autre histoire, parce que ça, c'est la scène anglophone. La scène anglophone, elle est vraiment très située à Montréal, et c'est une scène qui commence justement à se mélanger avec la scène francophone. Et d'ailleurs, 2014, c'est un événement... Non, mais je dis ça parce que les musiciens d'Arcade Fire sont francophones. Pas tous. Non, il y a des musiciens. C'est Régine Chassagne. Voilà. Il y a la chanteuse qui, elle, est une francophone. Son chum, son copain... on va le dire en français. Hein. Il est américain. Lui est américain, mais ils se sont rencontrés à l'université McGill. Alors, c'est dire que Montréal aussi, c'est un... Ils ont ça des choses, hein, quand même. C'est passionnant. Et d'ailleurs, Arcade Fire est quand même moi, je trouve, un des meilleurs groupes rock actuels au monde. Oui. Ça, c'est le nouvel album. Donc, Reflector, c'est un album qui vient de paraître. Il a amené toute sa collection. Ouais. J'en ai quelques-uns. Oui, parce qu'il y a encore tout cela à passer. Hein. C'est homéopathique. Ma Michel est jaloux. Marguerite est très jalouse, je te dis. Marguerite Yourcenar. Ah ouais? Alors, je vais dire ça à ma mère. Il y a David Bowie qui fait les chœurs quand même. Laissez terminer ce garçon que je perturbe à dessein. Alors, Arcade Fire. Oui. Nouvel album. Il y a 10 ans, c'était le coup de tonnerre. 2004, c'est là où la scène montréalaise a véritablement explosé partout dans le monde parce que c'était le lancement de l'album Funeral. C'est l'album qui a fait connaître le groupe un peu partout et qui a aussi contribué à faire de Montréal une ville qui a acquis, en tout cas dans ce temps-là, un statut un peu comparable à ce que Seattle a été dans les années 90 avec la naissance du grunge. Nirvana. Bon, ça s'est un peu assagi. Il n'y a pas nécessairement toute la fébrilité qu'il y avait à cette époque-là, parce que là, vraiment, tous les médias américains et même mondiaux étaient branchés sur Montréal. Il y a même eu des groupes qui ont réussi des coups de chapeau, mais vraiment des trucs qui n'auraient pas été possibles auparavant. Un groupe qui s'appelle Malajube, qui chante en français, a été critiqué, mais vraiment de manière dithyrambique par des médias américains qui s'intéressent
très rarement à la chanson francophone et ils ont fait un album qui a cartonné sur les médias, les grands médias américains également. Mais chanté en français? Enfin, ils chantent toujours en français. Ouais. Et c'est intéressant de voir, justement, comme je le disais, la marge entre la musique de niche et la musique qui joue dans les radios est de plus en plus ténue. Hein. La frontière est de plus en plus ténue. Alain. Mais moi, je pense que l'apport de la scène québécoise au reste de la francophonie, c'est qu'elle est comme Mathieu, elle ose tout. Oui. Et donc, moi, j'ai discuté avec des membres d'un groupe wallon qui s'appelle Dalton Telegram, qu'on connaît d'ailleurs à TV5 Monde. Le prix. Et eux, ils font du western folk. Et ils m'ont expliqué qu'en fait, ils étaient un peu isolés. A priori, ça fait peur. Voilà. Et que c'est en allant à Montréal... Ça sent le barbecue, la chemise à carreaux et les Mexicains. C'est ça, oui. Mais en même temps, c'est en allant à Montréal qu'ils ont vraiment senti qu'ils pouvaient faire ce genre de choses. Et ils m'ont dit, ce qui est chouette là-bas, c'est la manière qu'ils ont de mélanger des sociétés Cajun, Bluegrass, électro ou même métal 80s avec la langue française. Et moi, je pense que l'apport de la scène, c'est pas uniquement tous ces groupes qui sont connus, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein, et même chez nous, et c'est grâce aux francophonies notamment, et aux radios publiques qui passent quand même beaucoup de chansons francophones, mais c'est aussi l'apport pour tous les groupes dans nos pays pour qu'ils osent des choses et qu'ils sortent des conventions dans lesquelles nous, en Europe, on est souvent un peu engoncés. Oui, justement, parce que c'est vrai que les Québécois, je trouve qu'ils osent se colter à la langue française, alors que les Belges, c'est pas toujours ça. Exactement. Parce que beaucoup ils préfèrent de chanter en anglais, les Suisses aussi, les Français aussi. Et d'ailleurs, Phoenix chante en anglais. Phoenix, ils chantent en anglais. Ouais, bon, mais ils sont devenus super internationaux. C'est la différence avec les Québécois, parce que eux, moi, Pierre Lapointe, il m'a réconcilié avec les Québécois parce que vous nous avez envoyé quand même des chanteurs à voix, des chanteuses à voix. Et là, moi que je n'aime pas spécialement, mais Pierre Lapointe, je trouve qu'il a une poésie. Et lui, il me le dit, il défend la langue française. Il aime écrire en français. Lui, il adore Barbara. Il lui a dédié un de ses titres dans son dernier album. Et c'est ce qu'il veut faire. Alors que les chanteurs français, la jeune génération, souvent, elle m'explique que c'est compliqué parce qu'il y a tout cet héritage français, genre, bon, pas que français, Brel, que ça peut être Ferré. Il n'est pas français, Brel. Non, pas totalement, mais bon, il y a tout un... Pas totalement. On l'a inventé, mais pas totalement. Et donc, il est totalement belge, pardon, il est totalement belge. Mais voilà, ils ont peur de se colter avec ses maîtres. Et donc, c'est compliqué pour eux. Alors que les Québécois, ils en ont rien à faire. Michel, et après on terminera avec Mathieu. Il n'a encore rien dit sur ce sujet. Je trouve intéressant ce que disait Alain quand tu disais les Québécois osent tout. Et je ramène ça à la Suisse, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qui manque. Quand on analyse la scène musicale suisse, quand on la connaît un peu, quand on va voir ce qui se passe, il y a plein de choses de qualité qui s'y passent. Et en même temps, ils ont une formidable peine à s'exporter. Et je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première, c'est celle que Dieter Meyer, moitié mythique du groupe Yellow, m'a expliqué un jour. Il disait, en Suisse, on a un peu ce syndrome de vouloir être parfait. Donc il faut qu'on maîtrise tout, qu'on réussisse tout à bien faire. Et quand on a l'impression, qu'on a le sentiment, plutôt même la conviction qu'on est parfaitement parfait, alors à ce moment-là, on va essayer d'aller vendre ou de s'exporter ou d'aller de l'avant. Et puis ce qui est une erreur, parce que ça arrive trop tard, où on ne sera jamais parfait, où on ne va jamais oser. Et puis l'autre chose aussi, c'est le rapport à la langue, ou le rapport simplement à l'originalité. Franz Streichler, qui est un des fondateurs du groupe mythique, lui aussi, les Young Gods, disait, nous, ce qui a fait notre succès dans les années 80, alors évidemment, c'était les samplers et les guitares électriques, parce que personne n'avait fait, et puis après, ça a influencé des groupes U2 ou David Bowie, mais on chantait en français du rock. Personne faisait ça, mais on n'allait pas non plus chanter en anglais. D'abord, mon niveau d'anglais était nullissime, donc j'allais pas le faire. Et puis, qu'est-ce que les Anglais en ont affiche d'un groupe de Britpop suisse? Ils ont ça chez eux, on n'a pas besoin de le faire. Donc, originalité et puis oser. Et c'est ce que fait le Québec, c'est-à-dire qu'ils sont originaux. Mathieu, vous avez l'impression que c'est un monde clos, c'est un monde, parce que la question, c'est de savoir si c'est un monde clos ou un monde en développement aussi, cette scène. C'est une scène qui suit ce qui se passe ailleurs dans le monde. C'est dur. Donc, il y a une crise du disque au Québec aussi. Le numérique n'a pas encore réussi à pallier les pertes qui ont été encourues pour ça. Mais je dirais, ce qui est intéressant quand on regarde la scène québécoise de l'extérieur, je vous regardais rire de la musique country. Il y avait auparavant, écoutez bien ça, le plus gros vendeur au Québec actuellement, c'est la musique country. C'est des disques, c'est des millions d'albums. Un des plus gros vendeurs de l'année 2014 au Québec, vous le connaissez sûrement pas, il s'appelle Georges Hamel. Il est mort récemment, c'est un chanteur country. C'est pour ça qu'on le connaît pas. Il a fait 44 albums dans sa carrière et c'était un des plus gros vendeurs de l'année. En 2 ans. En 50 ans de carrière, c'était énorme. Et
le country commence à arriver dans la musique populaire. En fait, il y a plein de chanteurs qui commencent à faire leur sortie du placard, leur coming out country. Actuellement, au Québec, là, on pense à Danny Placard, Chantal Archambault, Tire le Coyote. Il s'appelle vraiment Danny Placard? C'est son nom d'artiste. Éric Goulet, les Hey Babies, qui est un groupe acadien. Voilà, fantastique. Que j'ai découvert. La musique country, mais qui va être écoutée. Et les gens sont... Ils sont tous là. Ils sont tous là. Pas Hey Babies. Non, Hey Babies, je ne l'ai pas apporté. Hey Babies, écoutez. Mais j'ai Chantal Archambault, que je vais vous montrer. D'ailleurs, elle va être contente d'être passée dans 200 pays. Aïe, aïe, aïe. Alors, Chantal Archambault, ici. Ça, c'est de la musique, on appelle ça du néo-country. Et c'est joué dans les radios. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est joué dans les radios plus intellectuelles, ça marche, et les gens aiment ça. Et la musique country commence à rentrer dans la musique populaire au Québec, et il y a moins de cloison entre les genres au Québec. Alors, on va jouer, il y a de la techno, il y a du rap, il y a de la chanson française. Moi, je suis fan des radios. Alors, eux, ils chantent en chiac. Mais alors, moi, j'adore les radios. Ce sont des Acadiens. Mais ils ont du mal à arriver encore en France. C'est bien dommage. Donc, il faut écouter Radio. Mais je file Zou. Voilà, je joue sur le français et l'anglais, c'est très drôle. Je voudrais terminer avec un événement. D'ailleurs, je vous le propose. Si vous voulez la voir, cette musique québécoise-là, je vous propose d'aller voir Coup de cœur francophone. C'est un événement qui se tient au début du mois de novembre. Et tous les groupes dont je vous ai parlé, ils sont presque tous représentés là. Et c'est un site qui va vous donner des liens vers ce qu'on peut écouter, et ce qui se fait de plus actuel dans la musique québécoise aujourd'hui est représenté dans cet événement-là. Et la prochaine fois, Guillaume va venir avec une chemise à carreaux et des Moi, je veux absolument écouter notre défunt, comment s'appelle-t-il? Georges Hamel. Georges Hamel. La prochaine fois, je vous amène un album de Georges Hamel. Ah non, combien il en a fait d'albums? 44. Bah, amène-moi les 44, s'il te plaît. Soyons pas mesquins. Ce Mathieu, quel rang. Vous me paierez les suppléments pour les bagages. Ah oui, il n'y a aucun problème. Pour commencer, un tweet d'Yves Bigot, bien-aimé directeur de TV5 Monde, qui était il y a quelques jours au Québec et qui nous parlait d'une exposition qui a lieu à Montréal actuellement, justement, sur l'histoire musicale du Québec, de Charlebois à Arcade Fire. Merci, mon cher Yves. Poursuivre un tweet de quelqu'un que vous connaissez bien, sur, là aussi, TV5 Monde. Il s'agit de Patrick Simonin, qui présente l'invité et qui nous faisait partager la présentation des artistes de la saison culturelle du Québec au Théâtre du Châtelet à Paris, avec une photo de tous les artistes que nous venons d'évoquer avec Mathieu, le fringant Mathieu. Et enfin, dans quelques jours, aura lieu le célèbre gala de la Disque, donc l'équivalent des Victoires de la musique en France et des Octaves de la musique en Belgique. La 36e édition aura lieu dimanche prochain et sera bien sûr sur Radio-Canada, comme l'annonce ce tweet. Nous terminons avec les coups de cœur, mon cher Michel. Alors, puisqu'on parlait de musique et de scène suisse, moi j'aimerais vous faire découvrir, si vous ne le connaissez pas, un groupe qui est étonnant, qui a un patronyme aussi qui est étonnant, qui s'appelle l'Orchestre Tout-Puissant Marcel Duchamp. C'est une équipe de fous furieux de Genève qui se sont créés il y a 6-7 ans maintenant, avec une orchestration qui est assez particulière, puisqu'on les retrouve du marimba, du trombone, de la basse acoustique, la contrebasse, donc du violon. Et ils ont un univers musical qui est délirant. C'est, je sais pas, c'est entre le rock, entre la musique ethno. Ça fait très Frank Zappa. Exactement. C'est très Mothers of Invention, grande époque, oui. Bref, allez écouter ça, c'est vraiment original, c'est de super qualité. D'ailleurs, le dernier album est produit par John Parrish, je crois, ce qui est un gage de qualité, aussi quand on sait ce qu'il a fait auparavant. Bref, merveilleux. C'est entièrement instrumental ou c'est chanté aussi? Il y a du chant également. La violoniste est également chanteuse. Oui. Ah, joli. Il n'avait pas tout de suite percuté. Non, merci non, Alain. non, j'étais merci Alain, merci. Merci. Estelle. Alors pour aller voir des beaux danseurs et des belles danseuses. C'est pour ça que c'est sur TV5 Monde, sur les chaînes un peu plus, vous comprenez, ce genre de jeu de mots vaseux ne peut pas passer. Mais si, elle était excellente. Alors donc, sinon, il y a peu de magazines sur la danse, pour ceux qui aiment la danse. Oui. C'est vrai qu'ils ont plus ou moins disparu, donc je vous invite à aller... Vous êtes parti à Moscou, vous n'êtes jamais revenu. Hein. Non, enfin bref. Il est beau en tutu bleu. Il était, oui, mais non, en juste corps violet. Et donc c'est Danse avec la plume, c'est un site qui est fait par des passionnés de danse, et ça parle aussi bien de la dernière exposition sur Pina Bausch, que voilà, comprendre William Forsythe en 5 ballets, mais aussi de Danse avec les stars. Donc voilà, c'est pour les passionnés, mais aussi ceux qui n'y connaissent pas, voilà, les néophytes. C'est vraiment un très très bon site, donc Danse avec la plume. S'il y a Café Muller, par exemple, de Pina Bausch, qui est un ballet absolument extraordinaire, qui a révolutionné le monde de la danse. C'était fabuleux quand j'ai vu ça au Théâtre du Châtelet à
Paris. Mathieu, le fringant. Petite prédiction. Il s'appelle comment votre chanteur qui est mort là? Georges Jamel. Georges 44. Georges 44. On va passer du country à la technologie qui est sur le point de débouler dans nos vies. Alors, retenez ces deux mots-là parce que vous allez en entendre parler à profusion d'ici les prochains mois. Réalité virtuelle. Les lunettes sont au point. Des lunettes qui nous permettent, qui se substituent à nos yeux. C'est des petits écrans qu'on a devant nos yeux. Et les images là-dedans sont synchronisées avec les mouvements de notre tête. Il y a des Montréalais qui sont les leaders mondiaux dans le domaine. Deux jeunes Montréalais qui s'appellent Félix Lajeunesse et Paul Raphaël. Ils sont courtisés par les studios d'Hollywood. D'ailleurs, ils reviennent tout juste... Ils ont deux noms magnifiques. Hein. Oui, hein, c'est déjà des gars qui pensaient design avant même d'être nés. Et donc, ils ont un studio qui s'appelle Félix & Paul. Allez voir felixandpaul.com et vous allez voir les films qu'ils ont créés. Évidemment, c'est sur un écran normal. On n'aura pas l'effet de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on aura les lunettes et puis on verra par exemple Guillaume Durand devant nous comme ça tout le temps? C'est pour votre bonheur, notre bonheur à tous. Wow. Imaginez. Ne te fous pas ostensiblement de la gueule. 200 millions de critiques et un fielleux. Non, plaisante. Mais alors, qu'est-ce qu'on voit, Mathieu? Parce que c'est ça qui est important. Tout. On peut tout mettre là-dedans. C'est vraiment... On sort tous les quatre et on voit quoi? La Tour Eiffel et Notre-Dame? On crée du contenu pour ces lunettes-là. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des films, ça peut être des jeux vidéo. La recherche scientifique aussi va beaucoup bénéficier de ça. Et les casques, je les ai essayés et je peux vous dire que c'est assez impressionnant d'avoir ça sur les yeux. Allez voir ce que Félix & Paul a créé pour ça. D'ailleurs, Patrick Watson, ils ont fait un petit film avec une tête d'affiche de la musique montréalaise. Et donc, tu te mets des lunettes. Et Facebook, c'est intéressant. Et tu vas au restaurant et tu regardes ton entrecôte et tout d'un coup, c'est autre chose. Vous allez partout. Un danseur juste au corps violet, par exemple. D'ici un an, Guillaume, vous allez avoir votre père. Mais la prochaine émission, tu les amènes, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je ne vais pas vous parler de Pierre Lapointe, qui était hier à Bruxelles. Ouais. Mais, puisqu'on parlait d'art contemporain, je vais vous parler d'une exposition qui s'y tient. Anators, c'est une bruxelloise. Anators. Anators. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est... Torps ou Torps? Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est au musée d'art contemporain de Bruxelles, qui se trouve pas loin de la gare du Midi, là où arrive le Thalys. Donc, si vous venez nous voir, eh bien, il suffit de tourner à droite et puis à droite, et vous y êtes. Et c'est un musée extraordinaire dans une ancienne brasserie, évidemment, ça ne s'invente pas, on est à Bruxelles, et c'est un des rares témoins encore de l'époque de l'architecture moderniste à Bruxelles. Et donc, pour le musée, ça vaut la peine aussi. Voilà, classique à Paris, puisque c'est la semaine, hein, donc pourquoi s'en priver? Non seulement on parlait de la FIAC avec Estelle et tous les autres tout à l'heure, mais évidemment la Fondation Vuitton, extraordinaire bâtiment de Franck Guéry dans le bois de Boulogne, et puis la réouverture du musée Picasso avec une bagarre monumentale pour savoir qui allait le diriger. C'est Laurent Lebon qui le dirige. Et alors, ce qui est extraordinaire dans cette aventure, c'est que j'ai vu le film qui a été consacré et qui va passer sur Arte concernant l'ouverture des 4 ou 5 maisons de Picasso. Picasso meurt, 1973. Donc on ouvre, parce qu'il y a des enfants partout, des femmes partout, etc. Et dans les maisons, ils ont trouvé des milliers de dessins, des milliers de sculptures, et tenez-vous bien, 2000 tableaux. Et de l'entière collection de Picasso, parce qu'il avait plus d'une centaine de tableaux de Manet, Braque, etc., qu'il a acheté tout au long de sa vie. Dans la réouverture du musée Picasso, vous verrez non seulement le fond Picasso, mais vous verrez aussi toute la collection de Picasso qui n'a jamais été montrée. Tout ça donc dans le Marais à Paris, quelque part par là, derrière ces caméras. Merci tous les quatre, je suis ravi toutes les semaines de vous retrouver, nous nous amusons bien. Et nous sommes surtout ravis de vous retrouver, vous les 200 millions que l'on ne voit pas, nous qui sommes des personnages réincarnés. À bientôt, la semaine prochaine.